Il y a eu un moment un peu où les chefs d'entreprise ont commencé à se dire: «Bon, il faut qu'on ait un air un peu progressiste, un petit peu comme les patrons de la tech». Et là, tout le monde a levé le masque, les patrons de la tech sont tous avec Trump et les patrons d'ici, un certain nombre, disent que non, en fait, c'est très bien Trump. Quand vous n'arrivez pas à augmenter votre production, comment vous faites pour faire du profit? Vous devez compresser les coûts. Il faut accepter qu'on ne sera pas les plus compétitifs du monde. On ne le sera jamais. On ne le sera jamais. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Avec tous les discours qu'on entend autour de nous, notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. Le média a tout changé, ou presque. On a débarqué avec 4 nouveaux rendez-vous quotidiens, dont 3 directs, contre-matinale, journal des luttes à 13h et nos rendez-vous du soir. Vous le savez, le média ne vit que par votre soutien. C'est le prix d'une information libre et indépendante. Pour soutenir votre média de manière pérenne, vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter quotidienne gratuite sur lemediatv.fr/newsletter. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, le géant ArcelorMittal licencie plus de 600 salariés dans le nord de la France et la dette a augmenté. Est-ce la faute d'Emmanuel Macron? C'est parti. Énième plan de licenciement pour un géant en France, ArcelorMittal, le premier groupe sidérurgiste européen, a annoncé la suppression de 636 postes dans le nord de la France. Encore un coup de massue pour cette région et pour l'industrie. 236 postes support seront délocalisés en Inde et 400 postes de production sont supprimés. Ce n'est pas une surprise, le secteur de l'acier vit une crise depuis plus d'une décennie en Europe entre compétitivité ou prix de l'énergie, mais le groupe, lui, reste rentable avec des actionnaires aux milliards de dividendes. Mais ce qui a surtout choqué, c'est qu'ArcelorMittal a bénéficié de 300 millions d'euros d'aide de l'État reçus en 2023 et d'une promesse d'investissement public de 850 millions supplémentaires pour aider à la décarbonation du site de Dunkerque. L'Humanité parle de chantage à l'emploi. Thomas, est-ce que tu es encore surpris par ce genre d'annonce ou c'est le résultat d'une crise et ou d'une politique menée? Non, je suis absolument pas surpris parce que, en fait, tout a été mis en place pour faciliter les délocalisations et les licenciements. Vous avez un cadre de fonctionnement de l'économie européenne qui permet aujourd'hui de se délocaliser très facilement. Il y a la liberté de mouvement des capitaux. Vous avez la mondialisation qui permet de le faire. Vous avez la financiarisation massive de l'économie qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises préfèrent racheter des actions, donner des dividendes que faire des investissements, ce qui a expliqué une grosse partie de la désindustrialisation. Et puis, vous avez des politiques qui ont accompagné ça en disant que c'était un mouvement quasi naturel. Et donc là, le résultat de ça, c'est quoi? C'est qu'on a fait des baisses d'impôts, on a fait des aides aux entreprises, on a fait un cadre sur le droit du travail favorable aux entreprises. On leur a donné un tas de cadeaux pour qu'elles puissent rester et elles continuent quand même à délocaliser. Donc, on voit bien que cette méthode ne fonctionne pas, c'est tout. Et que contrairement à ce qu'on nous dit, il faut le cadre de compétitivité pour qu'elles restent, il faut leur donner toutes les mesures qu'elles veulent pour qu'elles restent. En réalité, elles trouvent toujours un meilleur endroit qui a moins de cadre, qui a moins de protection, et donc elles vont s'installer là-bas. Donc, je pense qu'il faut changer de méthode aujourd'hui. Il faut faire le bilan de ça et changer de méthode. Il y a les syndicats, notamment la CGT, qui demandent la nationalisation. Qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, Montebourg avait déjà demandé la nationalisation en son temps. Moi, je pense qu'à un moment, il va falloir aussi utiliser cet outil. C'est-à-dire, si on part des besoins, si nous estimons que nous avons besoin de métal, d'acier, de médicaments, etc., il va falloir qu'on revienne à des filières parfaitement intégrées, pourquoi pas publiques, c'est-à-dire qui produisent de l'amont à l'aval, verticalement intégrées, comme on avait nos monopoles sur l'énergie à une époque, et publiques aussi. Pourquoi pas? Enfin, il ne faut pas s'interdire aujourd'hui de pouvoir mettre sur la table des politiques qui ont fonctionné à un moment. Si on estime qu'on en a besoin, oui, il faut mettre ça sur la table. En tous les cas, il faut rétablir des entraves à la possibilité de licencier quand un groupe fait des bénéfices, au fait que quand il y a eu des promesses qui ne sont pas respectées par des patrons, qu'il y ait, je ne sais pas moi, des mesures prises juridiques, pénales, voire même, pour que les gens puissent respecter à un moment leurs engagements, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il y a Stéphane Séjourné, commissaire européen à l'industrie, qui a lui aussi réagi aux annonces d'ArcelorMittal. Il fait part de son incompréhension. Il estime que le plan de soutien à l'Union européenne à la filière sidérurgique répond aux attentes du groupe et il prévoit de réduire de 15% les importations européennes d'acier pour protéger la filière. Thomas, c'est quoi le rôle de l'Europe dans tout ça? Parce qu'on entend beaucoup, oui, mais c'est une crise. Et à chaque fois qu'il y a une crise, on dit ça vient du ciel, c'est pas nous, c'est pas le fait de politique menée. Alors, ce qu'il dit est assez intéressant. C'est-à-dire que voilà, lui-même avoue qu'il n'y a aucune raison au niveau européen de fermer cette usine. Lui-même le dit. Et malgré tout, le groupe
juge qu'il doit la fermer, probablement, parce que les coûts environnementaux, les coûts sociaux sont plus élevés en Europe qu'ailleurs. Mais quand bien même, l'Europe a été la courroie de transmission de la mondialisation et qu'il est possible que cette usine, alors c'est pas le cas là, mais qu'elle ferme et qu'elle ouvre, ou d'autres usines ferment parfois en France pour ouvrir en Europe de l'Est, pour ouvrir parfois au Portugal, beaucoup aussi en Europe de l'Est parce que le coût de la main-d'œuvre est moins cher. Et donc là, on voit bien que on peut parfois au niveau européen avoir une forme de souveraineté qui joue contre certains pays où le coût de la main-d'œuvre est beaucoup plus élevé, parce que le salaire, on est parfois du simple au double quand on regarde les salaires, même en Europe. Donc la vraie question, elle est aujourd'hui, comment on fait pour empêcher ces entreprises de partir comme elles l'ont fait à un moment. À un moment, il y a eu un patriotisme économique de la part des grands patrons, puisqu'aujourd'hui, à un moment, les entreprises investissaient plus qu'elles ne rachetaient des dividendes. À un moment, on ne pouvait pas licencier des gens comme ça. Il fallait l'autorisation de l'État. Aujourd'hui, en fait, elles sont seules maîtres à bord. Et même quand on leur donne toutes les garanties possibles et inimaginables, comme ça a été fait ces dernières années par Macron, eh ben, elles partent. Et même quand Macron va leur dire j'appelle les entreprises à être fair-play avec l'État, avec la France, et de ne pas aller s'installer chez quelqu'un qui nous déclare une guerre commerciale, ben, elles s'en moquent, elles y vont. Elles y vont, alors que Emmanuel Macron a quand même leur offert le cadre le plus parfait. Donc il faut arrêter ce jeu, moi je pense, de dupes et de chantage que font les grandes entreprises pour gagner toujours plus d'argent, alors qu'elles génèrent déjà des bénéfices plutôt intéressants. Donc le politique doit reprendre la main en partie. On doit aussi refixer des besoins, des choses que l'on juge importantes. On doit offrir un cadre qui soit moins facile pour les entreprises. Et ce sera déjà une façon de remettre un petit peu le rapport de force du côté du politique. Mais encore une fois, on en revient toujours à ce qu'on dit au début. C'est ce qu'il y a quelqu'un qui a cette volonté politique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a en tous les cas, sur les gens au pouvoir, non. Sarkozy, Hollande et Macron, non. Montebourg l'avait un peu. Peut-être que des partis de gauche l'avaient également. Mais il va falloir rétablir en tous les cas ce rapport de force politique avec les industries. Est-ce que ce plan de licenciement intervient après bien d'autres, on commence à en avoir l'habitude. Qu'est-ce qui se passe en France? C'est toujours ce que tu viens d'expliquer, toujours ce système de on aide, ça sert à rien, les gens s'en vont parce que les aides ne sont pas conditionnées et qu'on laisse un peu faire ce qu'on veut aux grandes entreprises bénéficiaires? Oui, parce que la France est obsédée par sa compétitivité coût. Le CICE, c'était pour avoir une compétitivité coût sur les salaires notamment, au même niveau que l'Allemagne ou un peu plus faible que l'Allemagne. Les baisses d'impôts, c'est pour augmenter notre compétitivité coût. Donc on est toujours sur la même chose. Mais à ce jeu-là, on perd. On perd en fait, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des coûts de fabrication beaucoup plus faibles que nous et des normes beaucoup plus faibles que nous, notamment environnementales. Vous en trouvez en dehors de l'Europe, vous en trouvez en Asie, vous en trouvez partout dans le monde. Donc on est un petit peu au milieu, on est dans une stratégie qu'on n'a pas bien établie. Alors que si on était sur d'autres choses, soit des questions de souveraineté pure, soit des questions de compétitivité produit, c'est-à-dire d'avoir un produit qu'on ne fabrique pas ailleurs, etc., la question serait complètement différente. Mais on s'est axé naturellement vers cette compétitivité sur les coûts, alors même que... on ne la gagnera jamais, on ne la gagnera pas en Europe, on ne la gagnera pas dans le monde. Le problème est ailleurs aujourd'hui. Il faut accepter qu'on ne sera pas les plus compétitifs du monde. On ne le sera jamais. Et donc, tant qu'on joue ce jeu-là, des entreprises, même parfois des entreprises qu'elles peuvent juger profitables, mais dont le coût de fabrication va être 2 fois plus élevé qu'un coût chinois, que va faire le chef d'entreprise? Il va estimer que l'entité française est moins compétitive, donc on la ferme pour l'ouvrir ailleurs. Donc à ce jeu-là, on va perdre. Et pourtant, aujourd'hui, ce que disent la plupart, la réponse par exemple à Trump ou la réponse au désordre mondial, c'est de dire il faut un choc de compétitivité, il faut déréglementer. Mais même avec ça, on ne sera jamais aussi compétitif que quelqu'un qui est à l'autre bout du monde avec un salaire qui est 3 fois moins élevé ou 4 fois moins élevé que le nôtre. On n'y arrivera pas, et qui a pas les mêmes normes environnementales. On n'y arrivera pas. Donc il faut revoir tout de A à Z, avoir une politique industrielle, aller plutôt sur de la compétitivité produit, c'est-à-dire avoir des produits plus intéressants, etc. Et puis après, partir, comme on le dit souvent ici, des besoins. Et voilà, c'est ça. Il ne faut pas continuer à vouloir prendre des parts de marché à d'autres gens au niveau mondial, parce que ça se fait tout le temps sur la compression d'une variable d'ajustement qui sont en grosse partie les salariés français. Et moi, je finirai là-dessus, mais quand j'entends des gens qui vous disent « ça a été des choix politiques », ça n'a pas été que des choix. Alors oui, ça a été des choix politiques, mais ça a été aussi théorisé par un certain nombre d'économistes, de dirigeants d'entreprises
qui voulaient des industries sans usine et qui voulaient qu'on ne produise que des services en France. Je me rappelle, il y a 2-3 ans, on avait ensemble déjà un peu analysé le discours d'Emmanuel Macron avec ses grands PowerPoint sur la réindustrialisation française, qu'il était un peu déçu du résultat de la désindustrialisation et tout ça et tout ça. Il mettait en avant le site de Dunkerque, il mettait en avant la décarbonation et quelques années plus tard, on se retrouve avec 600 postes supprimés dans une région quand même déjà difficile en France au niveau des emplois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est... Bon, on l'avait un peu dit, que c'était du vent et qu'il fallait une vraie politique derrière, mais c'est quoi ? On continue totalement dans la désindustrialisation malgré tous les discours qui ont remis des mots à l'ordre du jour ? Il y a eu une très forte chute ces 30 dernières années. Il y a eu une grosse chute après la crise de 2008. Et effectivement, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, un président pro-business qui a fait des baisses d'impôts massives, vous avez eu un moment où la courbe s'est un petit peu redressée. Et puis très rapidement, quand on fait le bilan aujourd'hui, 2017 à aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu de réindustrialisation. Il y a eu des baisses d'impôts très fortes. Il y a eu un cadre offert aux entreprises important. Vous avez eu un soutien pendant le Covid, mais il n'y a pas eu de réindustrialisation. Honnêtement, quand on regarde le chiffre, c'est pas du tout, on voit pas du tout ça. Il y a eu encore beaucoup d'usines qui sont parties à l'étranger, et même parfois des gens qui voulaient investir en Europe, qui avant Trump, sous Biden, avec toutes les subventions qu'il donnait à la création d'usines, ont été s'installer aux États-Unis. Donc ça n'a pas bien fonctionné. Ça n'a pas bien fonctionné. Et là, c'est vrai que le bilan d'Emmanuel Macron après 2 ans, le chômage repart un peu à la hausse. Les entreprises là sentent qu'il va y avoir une baisse de croissance, donc comme elles peuvent licencier rapidement, elles licencient, parce que vous savez, quand vous n'arrivez pas, en fait c'est très simple, une industrie, quand vous n'arrivez pas à augmenter votre production et que votre production stagne, votre activité stagne, comment vous faites pour faire du profit ? Vous devez compresser les coûts. Voilà. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment. Les projections de conjoncture sont mauvaises. Elles se disent que elles ont du mal à investir parce qu'elles ne savent pas à quelle sauce elles vont être mangées avec ce qui se passe, notamment avec Trump. Donc elles se disent, on compresse les coûts. Et quand vous compressez les coûts, ce qui est complètement idiot, c'est-à-dire vous licenciez, vous fermez des usines, etc. Mais vous faites augmenter du profit, vous faites augmenter le cours de l'action, les actionnaires sont contents, etc. Donc d'un point de vue purement actionnarial, c'est très bon, ça augmente l'action. Mais d'un point de vue outil de production, vous tuez, vous perdez votre outil de production. Et c'est complètement idiot. Des grands patrons aiment comparer la France ou l'Europe aux États-Unis pour demander davantage de baisse d'impôts. On vient d'en parler. Tu disais que cette solution ne s'était pas montrée vertueuse. Et certains chefs d'entreprise qui ont des usines aux États-Unis semblent satisfaits pourtant de la politique de Trump. Oui, c'est ça qui est assez marrant. C'est que, en fait, Trump, s'il a un mérite, c'est qu'il a permis d'y voir plus clair dans ce que disaient les chefs d'entreprise. Parce que Total, il y a quelques années, nous avait dit « Ah, mais moi, je suis Total énergie, je suis plus dans le pétrole, j'organise la transition, la question climatique, c'est important. » Vous savez, il y a eu un moment, justement avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, il y a eu un moment un peu où les chefs d'entreprise ont commencé à se dire il faut qu'on ait un air un peu progressiste, un petit peu comme les patrons de la tech. La vieille industrie voulait rejoindre les patrons de la tech. Et là, tout le monde a levé le masque, les patrons de la tech sont tous avec Trump, et les patrons d'ici, un certain nombre disent que non, en fait, c'est très bien Trump. Il a raison, il faut forer des puits, il a raison de dire que le climat, c'est pas important. Non, il est très bien, et que s'installer en Amérique et être protégé par des barrières douanières, c'est une bonne chose. Enfin, Trump a eu ce mérite-là, c'est que maintenant, on voit vraiment que le seul intérêt de nos grands chefs d'entreprise, contrairement à ce qu'ils nous ont dit à un moment, et certains les croyaient, c'est leur intérêt personnel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut s'accommoder en fait de n'importe quelle politique à partir du moment où il vous fait un cadre favorable pour votre intérêt personnel, pour vos bénéfices. Et c'est ce que l'on constate avec Trump en réalité. Donc la question du climat, on oublie. Le greenwashing, c'est même fini, tout ça, on oublie. Et je pense que dans quelques années, si on leur permet, ils ne donneront même pas l'effort de faire semblant. Là, ils faisaient un peu semblant, mais ils ne prendront même pas l'effort de faire semblant. Donc moi, je trouve ça un peu problématique que des chefs d'entreprise du CAC 40 soient à ce point fascinés quelque part par Trump et à ce point critiques vis-à-vis de la France et de l'Europe. Parce qu'ils se servent de l'image de l'Europe et de la France quand ça leur sert. Et puis, une fois que c'est fini, on passe à autre chose et on critique le pays d'où l'on vient. Qu'est-ce que nous dit cette séquence sur les grands patrons ? Elle nous dit un petit peu là ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'elles montrent leur vrai visage. Pendant très longtemps, on s'est dit
le capital a une nationalité. Et c'est vrai qu'il a une nationalité, c'est-à-dire qu'il a un historique avec les politiques en place, notamment pour trouver des contrats, il a des usines sur place, il a un savoir-faire. Parfois, il utilise l'image de la France, parce que Louis Vuitton, sans Paris, c'est plus Louis Vuitton. Enfin, quand il y a eu les JO, une grosse partie a été donnée à Bernard Arnault pour faire les médailles, etc. Enfin, il jouit quand même d'un lieu, d'un endroit. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de pays. Mais on se rend compte que avec le développement du commerce international, avec le fait qu'ils soient transformés en multinationales, ils ont de moins en moins de patrie et leur seul, objectif, c'est de maximiser encore plus les profits. Alors qu'eux-mêmes ont atteint des fortunes qui étaient inimaginables encore il y a 30 ans. Et la leçon de tout ça, et y compris même pour Trump s'en prend beaucoup, par exemple, aux Chinois sur la mondialisation. Nous, on accuse beaucoup les normes pour la désindustrialisation. Mais la réalité de ce qui a causé la désindustrialisation aux États-Unis et en France, c'est la financiarisation de l'économie. C'est que les entreprises n'ont plus investi, c'est que les entreprises ont racheté des actions, c'est que les entreprises ont choisi elles-mêmes de fermer des usines pour ouvrir ailleurs. Donc c'est ça qu'il faudrait regarder. C'est pas la cause d'un pays étranger, la cause d'une norme, etc. C'est un mode de fonctionnement qui a été voulu par un certain nombre d'élites à partir des années 80, qui a permis aux grandes entreprises de fermer ces usines-là. Et c'est ça qu'il faudrait remettre en cause. C'est pas la Chine qui est venue fermer des usines de voitures dans le Détroit. C'est faux de dire ça. C'est eux-mêmes qui les ont fermées pour gagner plus de bénéfices et pour donner plus d'argent aux actionnaires. Donc le but, c'est de revoir tout ce fonctionnement de cette économie actionnariale qui est en place aux États-Unis et en Europe. La dette a explosé, c'est ce qu'on entend partout, et cela justifie bien des politiques, surtout des coupes pour les dépenses publiques et la réduction des droits sociaux. C'est pour cela qu'il est intéressant de comprendre pourquoi la dette a augmenté en sortant des idées préconçues ou qui servent une idéologie. À la fin du deuxième trimestre 2024, la dette publique s'établit à 3 228,4 milliards d'euros et on voit la courbe depuis les années 2000, ça a bien grimpé, mais surtout en 2008 et en 2020. Thomas, l'augmentation de la dette n'est pas forcément du fait direct de la politique de Nicolas Sarkozy, François Hollande et ou Emmanuel Macron. Oui, c'est important de rappeler ça. C'est-à-dire que la crise de 2008, qui était une énorme crise financière, si elle était tombée sous n'importe quel gouvernement, elle aurait creusé la dette. Parce qu'il y a eu de l'argent qui a été injecté public pour soutenir les banques, pour soutenir l'industrie. Et puis on est passé après dans une phase de chômage où les entreprises ont eu moins de rentrées fiscales et où il y avait plus de chômeurs, donc il fallait donner plus de prestations chômage. Donc vous créez un déficit et une dette. Et ça a été la même chose pendant le Covid. Donc vraiment, ce qui a été important, et il faut le rappeler, hein, ces deux grosses crises majeures ont creusé majoritairement, presque à 60%, les dettes ces 10-15 dernières années. Après, il y a eu quand même la politique de Macron, qui est responsable d'une partie, quasiment la moitié du déficit, de baisse d'impôts non financés, auquel il a dû après courir en essayant de faire des coupes dans la dépense publique. Mais quand même, l'augmentation de la dette ne peut pas être expliquée qu'avec ça. Elle est expliquée en grosse partie par le Covid. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Moi, je vois beaucoup de gens parfois, moi je ne soutiens pas la politique de Macron, mais qui vont attaquer Macron sur la dette, disant que oui, c'est vrai, la dette a beaucoup augmenté. Mais la vraie question, c'est surtout l'interprétation qu'en fait Macron. Plutôt que de dire oui, la dette a beaucoup augmenté à cause du Covid, etc., et ben il va dire elle a beaucoup augmenté à cause des retraités, ou elle a beaucoup augmenté à cause de l'assurance chômage ou de l'assurance maladie. Et c'est là qu'est le vrai problème. C'est pas tant l'augmentation de la dette, c'est l'interprétation du responsable de l'augmentation de la dette qui est un problème. Oui, parce que c'est pas la faute des dépenses sociales si on en est arrivé là. Non, c'est pas la faute des dépenses sociales, c'est ça. Et alors qu'aujourd'hui, mais comme en 2010, après la crise, on nous dit en fait qu'il y a trop de fonctionnaires. Les retraités sont trop bien payés. Il n'y a que ça. Aujourd'hui, le sujet, c'est toujours ça. Il y a trop de fonctionnaires. Si on pouvait avoir 10% d'un Elon Musk, on serait content. Il y a trop de dépenses sociales, notamment chez les retraités. Les retraités sont plus riches, les retraités ont plus de patrimoine. On est vraiment là-dessus. Et on est sur un petit peu quand même l'assurance maladie. Il faudrait voir comment on pourrait faire des économies. Donc on est vraiment sur comment faire payer la majorité des Français, alors même que la dette a augmenté à cause du Covid et que, soyons honnêtes, si pendant le Covid, on avait été beaucoup plus loin sur le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire qu'on avait fait en sorte d'assurer les étudiants, d'assurer un certain nombre de gens dans la précarité, bah, la dette aurait encore plus augmenté. Donc le vrai problème, c'est pas tant le niveau de dette, encore une fois, c'est le responsable, celui que l'on juge coupable ensuite de l'augmentation de la dette. Non, il faudrait juste assumer le fait que
la dette a augmenté parce qu'il y a eu un choc d'une ampleur mondiale, comme en 2008, et que nous allons faire en sorte, peut-être pas de la rembourser, mais de la stabiliser, de stabiliser le déficit, d'avoir une trajectoire. Mais la trajectoire, rien ne nous oblige qu'elle soit aussi rapide. Rien ne nous l'oblige. Ni les taux, à part l'Europe, mais l'Europe, on peut négocier, mais ni les taux, ni les emprunteurs, personne ne nous oblige à avoir une trajectoire aussi violente pour la majorité des Français. Justement, tu parles de chocs mondiaux. Il y a deux choses. De un, les chocs mondiaux ne viennent pas de n'importe quelle politique. Il y a aussi le fait que maintenant on est dans la mondialisation, le libéralisme, etc. Puis d'autre part, on entend énormément dire que l'État dépense trop. Mais quand il y a un gros souci mondial, les banques et les grandes entreprises sont bien contentes que là, l'État mette la main à la pâte. Tout à fait. C'est pour ça que là... Non, mais tout à fait. C'est pour ça que si on regarde toute la séquence, on voit bien quand même qu'il y a une forme... d'hypocrisie d'une grande partie du patronat. Parce que quand c'est la crise, ils demandent tous des aides, et les aides sont bienvenues pour soutenir l'activité. Et puis dès que l'activité repart, ils demandent souvent des réformes parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas créer assez d'emplois. Il y a toujours un chantage permanent. Et puis dès que ça se ralentit, ils disent « Ouh là là, c'est pas bien, il y a trop de normes, on va licencier ». Il y a toujours un chantage. Alors qu'ils ont des aides publiques, comme tu l'as dit. Dès qu'il y a un problème, c'est l'État qui est assureur, donc nous. Et en fait, dans la plupart des cas, ils ne respectent pas les engagements qu'ils avaient fixés de manière orale, ou les promesses, on va dire, qu'ils avaient fixées en disant l'emploi va repartir massivement, on ne va pas licencier, etc. On le voit bien, on le voit bien. Donc ça c'est un vrai problème, ça, effectivement. Les aides sont publiques, mais les dividendes sont privés, c'est ce qu'on dit souvent. Tout à fait, les aides sont publiques, les dividendes sont privés, les pertes sont sociales et les gains sont individualisés. Voilà. Et c'est pour ça que ce qu'on n'a pas retenu comme leçon, moi je pense, de la crise, c'est que quand on met une perfusion de public, on doit la mettre sous contrainte. Mais contrainte, pas contrainte orale, pas contrainte comme ça, sous contrainte forte, très forte. Pas des contraintes genre, t'as tant de salariés, t'as tant de trucs, des contraintes et des engagements précis que l'entreprise doit faire pour la suite. Parce qu'on ne peut pas avoir que l'État quand ça va mal et après se dire on fait ce qu'on veut quand ça va bien. Des contraintes comme quand on touche le chômage ou le RSA maintenant. Tout à fait, voilà. Exactement. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'à cause de la dette là, qui serait au plus haut, qui serait dangereuse, bon, on a déjà dit ici que c'était faux, qu'on n'a plus de marge de manœuvre ou de dépenses possibles là, pour relancer l'activité? En fait, c'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où on admet que la dette a augmenté, que c'est un problème, etc., on vous dit qu'il n'y a plus de marge de manœuvre possible. Et puis surtout, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive comme Trump, qui est les États-Unis, qui a le dollar, etc., il est rappelé, même lui, à l'ordre par les marchés financiers. Donc les gens se disent, vous voyez, en fait, les marchés financiers ne sont pas si bêtes, ils rappellent Trump, ils rappellent tous les populistes à l'ordre, donc il n'y a qu'une seule alternative possible, qui est l'alternative, on va dire, libérale. C'est-à-dire l'alternative, moins de retraite, moins d'assurance chômage, moins d'assurance maladie, moins de services publics, plus de déréglementation. Voilà. Mais premièrement, il faut s'interroger sur le fait que est-ce que c'est sain que les marchés financiers aujourd'hui décident de la politique économique? Je pense que non. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'ils réagissent toujours de cette façon-là ou est-ce qu'il y a des marges de manœuvre? Moi, je pense qu'il y a des marges de manœuvre. Et la France en est la preuve, puisque nous avons eu quand même quelques mois de crise politique, entre guillemets. Quelques mois, nous avons triché sur des déficits. Et les marchés financiers ne nous ont pas attaqués. Ils trouvaient que notre dette était toujours tout aussi soutenable. Donc, il y a des voies possibles. Alors, effectivement, il ne faut pas que les marchés financiers soient aujourd'hui les arbitres de toute politique. Mais même s'il reste cela, il y a toujours des voies possibles et des mises en place, comme on avait fait avec le quantitative easing à la BCE, etc., pour trouver des marges de manœuvre, l'endettement commun, pour trouver des marges de manœuvre. Donc c'est la volonté politique en réalité qui manque. Si on a une stratégie lisible, claire, qu'on met en place les institutions pour nous garantir, on peut faire des choses. Voilà. Ce qui a fait que Trump s'est fait punir, c'est qu'on ne savait pas du tout, personne ne comprenait où il allait. Et donc là, les marchés financiers l'ont sanctionné. Donc il faut faire très attention, voilà. Il y a des marges de manœuvre possibles, il n'y a pas qu'une seule politique possible, qui est celle des marchés financiers. Oui, parce que Trump, quand il a mis en place son protectionnisme économique, on en a parlé il y a quelques semaines, bon, c'était une définition à revoir, mais quand il a mis en place ces barrières, enfin, quand il a annoncé peut-être les mettre en place, c'est vrai qu'il s'est fait un peu gronder par les marchés, la bourse a chuté, etc. Et là, les libéraux se sont amusés à dire, vous voyez, quand on fait autre chose que le libéralisme, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que ce n'était pas une rupture au libéralisme, ce qu'a fait Donald Trump. Non, ce n'était pas une rupture au libéralisme, mais il y avait une visibilité qui était difficile. C'est-à-dire qu'on comprend, même encore aujourd'hui, la stratégie globale, on la comprend. Alors, c'est une stratégie de négociation, paraît-il. Il a écrit des livres sur l'art de négocier, mais on ne négocie pas, on va dire, une politique macroéconomique comme on négocie un appartement. C'est pas du tout la même chose. Donc là, il a manqué de lisibilité sur sa stratégie, et donc les marchés financiers se sont inquiétés.
Il y avait trop d'instabilité et d'incertitude. Alors que s'il avait une ligne un peu plus claire, c'est-à-dire un peu plus de dépenses publiques, enfin voilà, un truc un peu cadré, il est possible que les marchés financiers n'auraient pas réagi de la même façon. Donc, vraiment, il faut avoir en tête que nous avons créé quelque chose d'horrible, y compris en Europe, c'est de mettre une grosse partie de notre destin entre les mains des marchés financiers qui peuvent nous attaquer. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il y avait des circuits d'épargne, etc., internes. Il y a des pays comme le Japon qui sont très endettés, mais c'est les Japonais qui détiennent leurs dettes, pas les marchés financiers. Donc, ils peuvent s'endetter à 250% sans problème. Donc, nous avons choisi ça parce que nous ne voulions pas que les pays s'endettent. C'est une erreur et il faut retrouver quelques circuits comme ça de financement ou avoir des garanties comme la BCE ou d'autres pour pouvoir avoir ces marges de manœuvre. Mais malgré tout, même avec ces marchés financiers, je pense qu'on peut parfois lâcher quelques milliards pour améliorer la vie des gens. On n'est pas tenu comme ça, comme on nous l'a dit ces 10 dernières années, où on ne pouvait pas mettre de l'argent dans l'hôpital, pas mettre de l'argent pour les plus pauvres, pas mettre de l'argent dans les services publics. On disait le moindre milliard qu'on met, il y a un problème. Et on est arrivé au Covid, on a mis des dizaines de milliards, il n'y a pas eu de problème. Donc il y a des marges de manœuvre possibles, et ça c'est des choix politiques. Quand les politiques vous disent on ne peut pas mettre de l'argent là, mais qu'ils peuvent mettre 70 milliards de baisse d'impôts, c'est un choix politique. Et là les marchés, avec 70 milliards de baisse d'impôts, n'ont pas mal réagi. Puis surtout, on sait que ça coûte beaucoup plus cher à la fin. Il y a les arguments sociaux, bien évidemment, mais économiquement, on sait que ça coûte beaucoup plus cher à la fin que de... Toujours. Bon, merci Thomas. Merci Elisa. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique, vous avez l'habitude de me l'entendre dire. Et le média a tout changé ou presque. On a débarqué avec 4 nouveaux rendez-vous quotidiens, dont 3 directs, contre-matinale, journal des luttes à 13h et nos rendez-vous du soir. Vous le savez, le média ne vit que par votre soutien. C'est le prix d'une information libre et indépendante. Pour soutenir votre média de manière pérenne, vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois. Et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter quotidienne gratuite sur lemediatv.fr/newsletter. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.